Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la santé. On s'en sert tous les jours pour parler, elle fait partie de notre identité, la voix. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, elle peut nous émouvoir ou nous exaspérer. En tout cas, elle joue un rôle majeur dans la communication justement. Quelle est l'importance de la prononciation des mots par exemple? Comment travaillent les orthophonistes? Avec nous pour en parler, Johanna Révis, orthophoniste, directrice de l'école d'orthophonie de Marseille. Bonjour. Et chercheur en sciences du langage à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Aude Lagier, vous êtes chirurgien ORL dans le service du professeur Dessier à l'hôpital de la Timone aussi. Bonjour. Bonjour. Alain Guillot, vous êtes ingénieur de recherche au laboratoire Parole et Langage du CNRS. Bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, pourquoi certaines personnes ont des voix graves, d'autres des voix plus aiguës? Est-ce qu'on peut l'expliquer? En fait, on peut considérer que l'homme est un animal comme les autres. C'est un mammifère parmi les mammifères. Et dans la nature, la voix est utilisée pour signifier la dimension de l'animal. Par exemple, si vous prenez un cerf ou un faon, vous imaginez bien que la voix du cerf est beaucoup plus grave que celle du faon. Chez l'homme, c'est un peu la même chose. En fait, plus le larynx est gros et volumineux, plus la voix est grave, et plus le larynx est petit, plus la voix est aiguë. D'accord, donc c'est une histoire de taille aussi essentiellement. Déjà, comment fonctionne la voix, Aude Lagier? Alors, c'est à l'intérieur du larynx, c'est ça que tout se passe, que les cordes vocales s'animent. Comment ça marche? Tout à fait. Les cordes vocales, en fait, c'est là où la voix naît, où le son prend naissance. C'est un instrument à cordes, comme on peut imaginer une corde de violon, par exemple. Et ces cordes vocales sont localisées en arrière de la pomme d'Adam chez l'homme, qui existe également chez la femme. C'est le même cartilage, il s'appelle cartilage thyroïde. Et c'est là que le son naît. Ensuite, donc, ce son est transformé en passant dans la partie supérieure pour aller jusqu'à la bouche. Et c'est toute la partie de l'articulation, c'est qu'est-ce que je fais du son qui est créé par mes cordes vocales. Finalement, les cordes vocales permettent d'émettre un son, de chanter, de moduler la phrase, qui fait que quand je vais faire une interrogation, je vais aller plutôt vers l'aigu à la fin. Comment allez-vous? Alors que sur une affirmation, on a plutôt une intonation descendante. Ça, c'est les cordes vocales qui le font. Et après, le fait de donner un sens, de créer des mots, ça, c'est au-dessus que ça se passe. Et alors justement, pour expliquer un peu les cordes vocales, comment elles sont formées, donc ça forme un peu un triangle, si on peut dire. Vous avez amené quelque chose pour expliquer un peu comment ça se passe. Voilà. Il faut s'imaginer, donc ma main droite est à l'avant, ouais. Et ma main gauche, c'est l'arrière du larynx. Et les cordes vocales sont tendues entre l'avant, le cartilage thyroïde, et l'arrière. Et donc elles s'ouvrent pour respirer, elles se ferment pour parler. Et en fait, selon leur degré de tension, comme sur une corde de violon, elles vont faire un son plus ou moins aigu, très aigu quand elles sont très tendues et moins aigu quand elles le sont moins. Alors je vous propose de regarder des images à ce moment-là, donc de cordes vocales justement. Voilà, on les voit donc en vrai de vrai. Donc ça, c'est des cordes vocales qui sont normales. Qui sont normales, donc l'avant est en bas. Et on les voit ici en train de vibrer puisqu'on est en train d'émettre un son. Et là, on respire, donc les cordes vocales s'écartent. Et dans quel cas, du coup, les cordes vocales fonctionnent mal? Dans quel cas la voix est forcément modifiée? Alors, il y a énormément de pathologies qui entraînent des modifications de la voix. Il y en a qui sont graves, il y en a qui sont complètement bénignes. Les choses graves, bien sûr, il y a eu une émission récemment, c'est la possibilité de cancer des cordes vocales. C'est sûr que ces cancers sont facilement dépistés parce qu'ils entraînent très vite un trouble de la voix. Et tout trouble de la voix qui persiste jusqu'à 3 semaines doit bénéficier d'un examen par un ORL qui va vérifier l'intégrité des cordes vocales. D'accord. Donc s'il y a un souci, au bout de 3 semaines, il faut consulter en tout cas son médecin généraliste et son ORL en cas de problème qui dure. Tout à fait. Ok. Après, il y a une multitude de pathologies qui sont bénignes et sur lesquelles nous allons revenir. Et justement, vous recevez donc des patients, Johanna Révis, en tant qu'orthophoniste, qui sont mal dans leur voix. On dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des patients qui viennent pour quelles raisons? En fait, les pathologies dont parlait Aude Lagier peuvent provenir de différents facteurs qui peuvent être quelquefois génétiques, mais qui peuvent aussi dépendre du comportement qu'on adopte par rapport à sa voix ou d'une utilisation sur des périodes trop longues ou dans des conditions défavorables, par exemple dans le bruit.
Dans ces cas-là, ça peut créer des lésions sur les cordes vocales, qu'on appelle la plupart du temps des nodules, et qui peuvent être responsables d'une modification du timbre de la voix, c'est-à-dire que la voix ne sonne plus vraiment de la même manière, et aussi d'une aggravation de la hauteur de la voix. Et très souvent, en effet, les gens qui viennent consulter ont pour intérêt principal d'essayer de retrouver la sonorité de la voix. Ils disent que souvent leur voix ne leur ressemble plus, ou quelquefois les femmes consultent parce qu'on commence à les appeler monsieur au téléphone. Alors quels sont les outils dont on dispose pour travailler la voix? Ils sont multiples, il y a toutes sortes d'exercices, c'est ça qui permettent d'améliorer sa voix? Oui, en fait, il faut considérer que l'intégralité du corps est impliquée dans l'émission de la voix. Depuis votre posture jusqu'à votre respiration, évidemment, puisque l'air, c'est le moteur des cordes vocales. Tout intervient dans l'utilisation de la voix, et donc tout est une préoccupation pour les orthophonistes. La manière dont on se tient, donc gérer les tensions musculaires, etc. Donc les différents exercices qu'on propose vont prendre en charge une manière d'appliquer une nouvelle technique vocale qui sera peut-être plus adaptée, qui sera peut-être moins pénible, moins fatigante, mais aussi de prendre en compte tout un ensemble de facteurs qui entourent le patient et qui sont aussi sa stabilité corporelle, sa respiration et aussi son environnement, quelquefois, pourquoi pas psycho-affectif. Alors une machine dont on a un petit peu vu les images dans ce reportage se trouve dans vos services. Elle est très perfectionnée et je crois qu'Alain Guillot, vous avez fait partie avec d'autres personnes, vous avez aidé à sa conception. À quoi elle sert cette machine? On voit les images justement qui défilent. Cette machine, en fait, elle est conçue pour enregistrer non seulement le signal de parole qui est transmis quand on parle, donc l'aspect acoustique, mais aussi tous les mécanismes qui ont permis de créer ce son. Parce qu'en fait, comme l'a un peu expliqué Lagier au début, quand on veut émettre un son de parole, on va avoir de l'air qui va partir des poumons, qui va être haché par les cordes vocales, qui va ensuite passer par la bouche ou passer par le nez. C'est ce qui peut permettre, par exemple, de distinguer un A d'un AN. Voilà, donc toute une série de mécanismes qui sont mis en place. Et cette machine-là, l'intérêt qu'elle a justement, c'est qu'elle peut être sélective et observer ces mécanismes-là de façon précise. Et alors, au départ, elle avait été conçue pour vraiment étudier la parole comme phénomène phonétique. Et ensuite, il y a eu une opération de valorisation, de transfert vers les aspects cliniques, parce que bien évidemment, s'il y a un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage, tous ces mécanismes-là sont perturbés. Et en fait, cette machine, elle donne des données ultra précises. C'est ça pour vous, après, pour pouvoir établir des séances de rééducation, ça permet d'avoir un bilan très très complet de l'état des lieux en fait, de la voix de chaque malade, quoi. L'idée, c'était justement d'avoir un peu un bilan comme un bilan sanguin de la voix ou un bilan chiffré pour avoir justement après des estimations, des mesures de ces caractéristiques-là qui vont après aider soit à la prise en charge, le suivi d'un patient, soit à avoir des informations sur les mécanismes en jeu qui ne vont pas, par exemple. Oui, parce qu'en fait, avec ces mesures-là, on peut avoir une idée vraiment concrète et très précise de ce qui va refléter la plainte du patient. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, une voix trop grave, par exemple, ou une voix un peu soufflée, ou une voix un peu éraillée, comme en parlait la jeune femme sur le reportage. C'est des choses qu'on peut rendre tout à fait objectives avec cet appareillage-là. Et du coup, on peut avoir un suivi qui est très précis. Au fur et à mesure de la rééducation, on refait quelquefois le bilan. On le fait toujours en fin de prise en charge pour justement mesurer le chemin qui a été parcouru grâce à la prise en charge et l'amélioration dans la voix du patient. Et est-ce que qui dit mal dans sa voix dit forcément mal dans sa peau? Est-ce qu'il y a un lien, comme la voix effectivement reflète énormément de notre identité, les patients que vous recevez, vous voyez souvent des correspondances avec le côté psychologique? Je pense qu'on peut dire que les patients qui développent un trouble de la voix ont souvent tendance à ne plus vraiment avoir l'impression d'être perçus comme eux-mêmes. Et de ce fait-là, on peut penser qu'effectivement l'implication psycho-affective a une importance particulière. Oui. Alors parmi les exercices proposés aux patients pour travailler leur voix, l'un d'entre eux se fait avec une paille. C'est assez étonnant, regardez. Marie-Ange est mal dans sa voix. Les ORL ont diagnostiqué un œdème de rhinque sur les cordes vocales
Des séances de rééducation avec des orthophonistes vont permettre d'améliorer sa voix. Je travaille les cordes vocales pour les assouplir de façon à ce que ma voix soit moins essoufflée, parce que c'était mon problème. Je fatiguais beaucoup lorsque je parlais et je manquais de souffle. Et donc Marina m'apprend à poser ma voix de façon à avoir un meilleur souffle et à être moins fatiguée vocalement. Aujourd'hui, elle travaille son souffle avec une paille, selon la méthode mise en place par un phoniatre du service. J'utilise la méthode de Benoît-Émile Labrotec, la méthode de la paille, qui en fait consiste à poser la voix sur du souffle, de telle sorte que les cordes vocales s'accolent en douceur, de façon non agressive, et à partir de là on peut faire des tas d'exercices au clavier. Là en l'occurrence on travaille l'élargissement de la tessiture de ma patiente. Après une quinzaine de séances, Marie-Ange se sent beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux et on me l'a fait remarquer dans mon entourage que ma voix était beaucoup plus posée et moins fatiguée, plus claire. Elle a noté tous les exercices dans son carnet pour pouvoir les répéter chez elle. C'est une des conditions qui permettront à sa nouvelle voix de se stabiliser. Très bien. Alors dans quel cas est-ce qu'on peut opérer un malade qui a un problème de voix au de l'AG ? Comment ça se passe ? Alors en fait ça dépend de sa pathologie. Il y a des pathologies dont on sait que leur origine est purement liée à la façon dont on utilise sa voix. Si on crie trop par exemple ? Si on crie trop, si on parle trop souvent, trop longtemps, trop fort, si on chante de façon agressive pour ses cordes vocales. Ces comportements-là peuvent créer des lésions et peuvent être responsables de dysphonie et répondent à une rééducation orthophonique de façon tout à fait efficace, un petit peu comme une entorse de la cheville doit avoir de la kinésithérapie. Finalement, l'orthophoniste joue un peu ce rôle-là. Il y a d'autres lésions pour lesquelles on sait que l'orthophonie ne pourra pas les résoudre en elle-même. C'est le cas des œdèmes de Rhinck dont parlait le professeur Giovanni dans le documentaire précédent. C'est le cas de certains polypes, c'est le cas de plusieurs pathologies comme ça qui sont responsables de dysphonie sans être graves, mais qui sont responsables de troubles de la voix dont on sait que la rééducation ne suffira pas pour les traiter, auquel cas on prévoit de réaliser un geste opératoire. Mais encore une fois, de même que l'orthopédiste, pour quelqu'un qui aurait une luxation récidivante de l'épaule, fera appel à un kinésithérapeute avant et après l'intervention, l'ORL va faire appel à l'orthophoniste avant et après l'intervention pour pouvoir, justement, c'est vraiment un travail d'équipe, choisir le bon moment pour placer l'intervention et choisir le bon moment après pour que la rééducation soit le plus efficace. Alors justement, on va voir des images d'intervention que vous pourrez nous commenter. Donc c'est des interventions qui sont... est-ce que c'est long ou c'est des interventions délicates parce que vous travaillez avec des instruments très, très petits, on les voit là sur les images ? Tout à fait, ce sont des interventions qui ne sont pas forcément très longues, qui par contre nécessite forcément une anesthésie générale, puisque toucher aux cordes vocales, c'est un endroit qui est extrêmement sensible, donc il faut absolument être endormi. C'est des interventions qui se font par voie endoscopique, il n'y a pas de cicatrice à l'extérieur, et on passe par l'endoscope des instruments qui sont des instruments de microchirurgie, puisqu'ils font environ 2-3 mm de taille à leur extrémité. C'est une chirurgie qui se fait sous microscope opératoire. Et donc on a parlé d'œdème de Rhinck justement. Alors c'est un œdème qui peut s'opérer, on va voir des images aussi d'une intervention. L'idée c'est enlever la partie qui pose problème, enfin si on schématise beaucoup. Oui, ça se passe comment ? C'est exactement ça, c'est l'œdème de Rhinck, donc c'est les cordes vocales qui sont gonflées par de l'eau en réponse à l'irritation, le plus souvent à l'irritation par le tabac. Et on va, par voie chirurgicale, ouvrir la corde vocale et aspirer l'œdème pour que la corde vocale reprenne sa taille normale. Et après, l'orthophoniste va pouvoir faire toute la rééducation pour qu'elle récupère sa fonction
de vibration normale. D'accord. On n'a pas parlé de nodules. Il faut savoir donc on est susceptibles tous d'avoir des nodules, que ceux-ci sont dans la plupart des cas bénins, parfois malins. Et du coup, c'est à vous de voir à quel moment il faut les enlever, ces nodules. Oui, alors le terme de nodule pour les cordes vocales s'applique toujours à une pathologie bénigne. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait qu'il faut qu'un médecin spécialiste examine les cordes vocales pour pouvoir bien faire la part des choses. Les nodules bénins, effectivement, sont extrêmement fréquents dans la population générale, y compris chez l'enfant, qui crie beaucoup. Et ce sont des pathologies qui sont éminemment fonctionnelles, c'est-à-dire liées à un mauvais usage de la voix, des personnes qui sont professionnelles de la voix, qui parlent trop trop fort, tous les facteurs de risque. Alors justement, on voit les images de l'œdème de Reinke dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il s'agit de l'intervention. Tout à fait. Donc là, vous voyez l'incision sur la partie supérieure de la corde vocale. Et vous voyez cette corde vocale qui est toute gonflée. On va retirer en fait la partie qui est juste en dessous de la muqueuse et qui fait l'excès de volume de la corde vocale. Vous voyez, là, on sépare un petit peu. Et puis avec l'aspiration, voilà, on aspire. Et voilà. Et donc là, il n'y a pas de risque sur la voix. On ne peut pas, lors d'une intervention comme celle-ci, perdre totalement la voix, en fait. C'est pas trop risqué? Alors, ça fait partie des risques opératoires toujours. Hein. C'est une chirurgie qui est fonctionnelle. Donc, effectivement, il y a toujours un risque opératoire d'un résultat fonctionnel qui laisse à désirer. Et d'ailleurs, on ne propose la chirurgie que dans des cas extrêmement sélectionnés. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord un patient qui soit très demandeur, qui soit vraiment motivé pour une chirurgie. Parce que c'est quand même une anesthésie générale, c'est quand même... voilà. Chirurgie de l'œdème de Reinke signifie prise en charge orthophonique avant et après l'intervention, et après l'intervention pendant un délai qui est assez long. Ça signifie repos vocal pendant 5 à 7 jours post-opératoire, et ça signifie surtout arrêt de l'intoxication tabagique. D'accord, oui, c'est dans des circonstances très précises. Il faut vraiment... En tout cas, avant de continuer, je vous propose un autre reportage. Donc, nous avons rencontré Joseph, un patient qui est gêné par sa voix au travail. On l'écoute. Vous allez me dire si vous avez l'impression que l'intention qui était la vôtre ressort bien. Joseph a suivi des séances d'orthophonie pendant 1 an. Avec Johanna Révis, il a beaucoup travaillé la prosodie, c'est-à-dire l'intonation, le rythme, la mélodie de sa voix. J'avais l'impression que cette voix ne portait pas. Et dans mon travail, essentiellement, j'ai besoin d'organiser et d'intervenir dans des réunions. Et cette voix me posait des problèmes. J'avais l'impression que par cette voix minorée, le message ne passait pas. Mal dans sa voix, Joseph n'était pas à l'aise dans le bruit et devait forcer sur les cordes vocales. Il avait mal au niveau de la gorge. Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. Plusieurs séries d'exercices comme celui-là lui ont permis de reprendre confiance dans sa voix. Je pense que 80% du travail est basé sur la prise de conscience du patient. C'est-à-dire que souvent, on n'est jamais spectateur de soi-même et on ne se rend pas compte de ce qu'on donne quand on est en train de parler à quelqu'un d'autre. Et alors, il y a tout un tas d'imagination qu'on peut développer par rapport à ça, se sentir en général, la plupart du temps, moins bon que ce qu'on est en réalité. Et puis du coup, on projette sur les autres leur manière de recevoir le message et on pense qu'ils le reçoivent mal. Se voir filmer, par exemple, permet de prendre conscience de ses réels défauts. Dans certains cas, les patients sont aussi suivis psychologiquement pour aborder les raisons qui provoquent ces problèmes de communication. Aujourd'hui, Joseph se sent mieux dans sa voix. Aujourd'hui, j'arrive à mieux placer ma voix, j'arrive à la faire moduler et il y a une amélioration dans cette voie-là. Je me sens aussi plus à l'aise quand je parle en réunion aussi. Alors, est-ce qu'une voix peut séduire? C'est vrai qu'on est souvent plus touché par des voix que d'autres. Pourquoi? Ah oui, vraisemblablement, les voix peuvent séduire. Je pense que ça nous est arrivé à tous de tomber en arrêt devant une voix à la radio ou au téléphone, quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. La voix fait partie de notre identité et véhicule aussi toutes les caractéristiques de la personne que l'on est. Donc si on peut séduire, bien sûr que la voix porte aussi ces caractéristiques-là. Et est-ce qu'on peut l'expliquer scientifiquement, Alain Guillot? Est-ce que, par exemple, la machine là, que vous avez développée peut aider à comprendre ces choses-là? Non, ça c'est des dimensions, je dirais, qui sont... Alors on peut mesurer, bien évidemment, des caractéristiques d'une voix éventuellement séduisante, mais c'est toute la notion de séduction, d'ailleurs, qu'il a à voir, enfin, en tout cas à définir. Les critères ne sont pas les mêmes pour chaque personne, bien évidemment. Il y a des facteurs qui sont non mesurables.
Alors on peut mesurer ces voix-là, mais on peut l'aspect. Est-ce qu'une voix est prédictiblement prévue pour être séduisante, pardon. Ça c'est pas du tout le cas, quoi. En tout cas, en Europe, nous on a tendance à dire qu'on aime peut-être plus les voix graves pour les hommes et un petit plus aiguës pour les femmes. Est-ce que voilà, il y a des normes, quoi, une histoire de culture aussi. Oui, c'est les résultats du dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, c'est ce qui fait que vos caractéristiques sont les caractéristiques féminines d'une femme, alors que les caractéristiques d'un homme sont des caractéristiques de virilité. Et donc dans la voix, c'est véhiculé, bien sûr. Il y a un caractère sexuel secondaire dans la sonorité de la voix. Les hommes qui ont des voix graves sont généralement perçus comme étant plus séduisants par les femmes. Et inversement, les hommes ont tendance à préférer les femmes à la voix aiguë. Et d'ailleurs, il y a un exemple célèbre de ça, c'est Serge Gainsbourg qui faisait chanter toutes ces chanteuses si près du micro qu'elles étaient obligées de chanter sur un souffle pour ne pas saturer et avec une mélodie très très aiguë. Alors parmi vos patients, beaucoup de professeurs, chanteuses ou de professionnels de la communication qui utilisent beaucoup leur voix. Justement, je vous propose d'écouter une chanteuse qui nous explique pourquoi elle est venue consulter. À chaque fin de prestation, je sentais ma gorge me brûler. J'avais vraiment de grosses douleurs, et d'autant plus que lors de conversations, j'avais encore mal. Donc je me suis dit, il y a un véritable problème, il y a un vrai problème. C'est pour ça que j'ai consulté, donc heureusement, il n'y avait rien de grave. Ce qui a changé déjà, le plus important, c'est ces douleurs, qui ont totalement disparu. Et puis, je crois que j'ai repris confiance, totalement, et grâce aux deux personnes, et dans ma voix parlée et dans ma voix chantée, donc reprise de confiance, et parce qu'on doute vachement lorsque j'ai eu quelques soucis, parce que forcément mes douleurs, dans les dernières prestations que j'ai pu faire avant de consulter, mes prestations n'étaient pas forcément de très bonne qualité, et donc on perd confiance quand même. Et le fait d'avoir pu faire cette rééducation m'a redonné confiance en moi, et aujourd'hui, oui, ma voix est beaucoup plus belle. Alors c'est bientôt la fin de cette émission. Sachez déjà que la journée mondiale de la voix a lieu cette année, donc mardi 16 avril. De nombreux événements sont organisés partout en France ce jour-là. À Marseille, l'hôpital de la Timone accueille des conférences gratuites, donc auxquelles justement vous participez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le programme, Alain Guillot? Je crois que vous allez parler des accents, c'est ça? En fait, on va faire une conférence à deux personnes avec Médéric Gasquet-Cyrus, et on va parler en fait des relations qu'il peut y avoir entre les dysfonctionnements de la voix et l'accent régional. Et donc comment, par exemple, on peut parfois, sur des personnes qui ne sont pas familières avec un accent régional, arriver à faire des confusions sur le dysfonctionnement ou sur l'accent. Voilà, c'est très schématique ce que je dis, mais ça sera sur cette thématique-là, avec des aspects aussi sociolinguistiques. L'accent et la voix étant porteurs d'identité, c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et Johanna Révis, vous allez nous parler de la voix des imitateurs, un petit peu, que vous connaissez bien, justement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la voix des imitateurs? Oui, c'est une série de travaux de recherche qu'on a initiée il y a environ 3 ans et demi maintenant, et qui se poursuit. Notre idée, c'est que les imitateurs sont un modèle d'excellence de ce qu'on peut faire pour modifier sa voix, pour ne pas se fatiguer durant toute la durée d'un spectacle, et aussi dans les phénomènes qui sont les phénomènes d'imitation naturelle en interaction. Et donc on a initié de nombreux travaux de recherche là-dessus, et qui ont montré notamment que la prosodie, donc la mélodie dans la voix, l'intonation, joue un rôle très important dans l'imitation. Et on pourra écouter justement des extraits peut-être d'imitateurs. Enfin, vous allez en tout cas faire participer, j'imagine, le public. Oui, probablement. On a prévu de nombreux extraits. Cette conférence est prévue pour être ludique et agréable et accessible à tous. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.